Vas-y, tu peux commencer. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence qui s'appelle l'observabilité au service du software craftsmanship. Alors, c'est la première fois que je donne ce talk, donc soyez un petit peu indulgents. Je ne l'ai pas trop répété non plus, et il y a beaucoup de démos, donc je vais essayer de pas trop dépasser le temps. Donc, je m'appelle Jean Deteuf, je suis développeur, je suis très orienté utilisateur, je suis aussi crafter et agiliste, et j'ai pas honte de le dire. Alors, je vais commencer par vous poser quelques questions. Donc déjà, quels sont vos plus grands défis en matière de débogage? Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question dans la salle. Oui, vas-y. Des logs centralisés. Oui, c'est vrai que c'est pas mal ça. Pas de test ou peu de test. Oui, c'est vrai que en matière de débogage, c'est aussi un gros problème. D'autres... Oui, je t'en prie. Pardon? Débugger en production. Oui, effectivement, ça aussi, c'est un gros sujet. Justement, on va... débugger des traitements synchrones. Ça aussi, c'est assez complexe. Oui. L'absence de log ou des logs incomplets. Oui, tout à fait. Effectivement, oui, en général, quand on a des logs, on sait à quoi s'attendre. Ou des logs incomplets, oui, effectivement, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est des défis qu'on a au quotidien. On va voir comment l'observabilité peut nous aider à répondre à ce genre de problème. Et aussi, deuxième question, combien de temps vous faut-il en général pour trouver la cause racine d'un incident? Donc quand vous avez un incident de production, combien de temps est-ce qu'il faut? Déjà, une fois le stress passé, quelques cafés et quelques appels de manager, vous diriez à peu près combien de temps? Est-ce que ça se compte en heures, en jours, en semaines peut-être? En mois, des fois peut-être. Oui, ça peut aussi arriver. Oui, c'est vrai que voilà, je crois que toutes ces réponses sont à peu près correctes. Ça dépend vraiment. Ça peut aller de quelques minutes parce qu'on a un log qui nous dit exactement ce qui ne va pas, on a une stack press, ou ça peut mettre des mois parce que franchement, on ne voit pas d'où ça peut venir, on n'arrive pas à reproduire. Donc le plan, pour faire simple, je vais d'abord faire une brève introduction à l'observabilité, dire comment ça s'inscrit, comment ça peut jouer dans le contexte du software craftsmanship. Ensuite, on va voir une implémentation technique, des démos. Ensuite, comment amener ça dans l'organisation? Qu'est-ce que ça change au niveau de la culture? Puis des cas d'usage et les bénéfices. Et ensuite, on va faire la conclusion et les prochaines étapes que vous pouvez mettre en place directement dans votre entreprise. Alors, pour l'introduction, une petite timeline. Alors, dans les années 60, le concept, on va dire, d'observabilité a été un petit peu théorisé par Rudolf Kalman, qui en gros, c'est un concept un peu boîte noire, c'est-à-dire on regarde un système, les entrées, les sorties, et on essaie d'en déduire quelque chose. Mais c'est que beaucoup plus tard que ça a été théorisé par Google dans leur livre sur Dapper, enfin leur papier pardon, sur Dapper. Et c'est à partir de, on va dire, 2017 que ça commence à devenir un petit peu plus mainstream. Et que là, on a aussi l'introduction des systèmes cloud native. En 2019, il y a une adoption beaucoup plus large de l'observabilité. D'ailleurs, c'est là que le terme apparaît vraiment. Avant, on parle de monitoring, de surveillance. Puis ensuite, en 2019-2011, c'est là qu'on a la consolidation des standards, parce que du coup, on a envie de rendre ça open source. Avant, il y avait quasiment que des vendeurs. Il y avait OpenTracing, OpenCensus, et puis il y a OpenTelemetry qui commence à émerger à ce moment-là. Puis, en 2022, c'est l'avènement de l'IA générative, donc forcément, on met de l'IA dessus et on essaye de voir qu'est-ce que ça peut apporter à l'observabilité. Et ça apporte des choses. Et puis, là, je mets en 2025, on va plutôt vers une approche basée sur le métier. Et on voit aussi beaucoup de pratiques de shift left. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, en gros, c'est
Tout ce qui est à droite, c'est plutôt les ops. Tout ce qui est à gauche, c'est plutôt le dev, on va dire. Et justement, faire en sorte que les devs s'intéressent plus au côté ops des choses. Et l'observabilité, évidemment, s'inscrit là-dedans. Alors, quelle est la différence entre la surveillance et l'observabilité? La surveillance, si je critique un peu, c'est ce qu'on pouvait avoir avec un Agios. En fait, c'est la surveillance, ça se concentre sur des états connus, prévisibles. Donc, on va surveiller des métriques comme le CPU, l'espace disque, le nombre de requêtes par seconde. Et si jamais ça dépasse un certain seuil, c'est là qu'on va avoir une alerte, peut-être un pager d'outils, quelque chose. En gros, on va alerter quelqu'un qui sera peut-être sous astreinte, qui va regarder ce qui se passe et qui va essayer peut-être de comprendre. L'observabilité, par contre, ça va se concentrer plutôt sur les unknown unknown, c'est-à-dire qu'on ne va pas définir précisément des métriques et des seuils d'alerte. Enfin, bien sûr, on peut, mais on ne va pas se concentrer là-dessus. Le vrai bénéfice de l'observabilité, ça va être justement quand on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, et ben on va avoir les ressources pour savoir où est-ce que ça a merdé, si je puis dire. Donc, dans un cas, le symptôme, c'est le service est lent, et l'observabilité va te dire pourquoi est-ce que ce service est lent. Et maintenant, qu'est-ce que ça apporte dans le contexte du craftsmanship? Parce qu'on est dans une conférence de craft. Donc, je vais juste mettre un petit peu plus de luminosité ici. Alors, l'observabilité va amener de la qualité. Et la qualité, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le contexte du craft. Ça va amener un code plus propre, testable, parce qu'il est observable. On sait exactement ce qui se passe précisément dans le code. On peut mettre des hooks ou des points où on va justement surveiller ce qui se passe à tel ou tel endroit. Donc ça permet de savoir si tout va bien à cet endroit-là. Comme on peut observer notre code, on peut voir ce qui se passe dedans, un peu à la manière d'un profiler comme on le fera en local, mais cette fois-ci on le fait en production. Ça veut dire qu'on peut apporter beaucoup d'améliorations continues. On peut faire du refactoring, parce que derrière, on peut vérifier qu'on n'a rien cassé. On a toutes les données pour ça. En tout cas, on essaye d'en mettre un maximum. Et quelque part, si j'oserais dire, on peut dire que c'est une extension du TDD, parce que comme on peut avoir cette boucle de feedback, on peut émettre une hypothèse, aller jusqu'à la production, et derrière voir si effectivement on a bien le résultat attendu. Donc on peut procéder par petites améliorations et voir quel effet ça a directement en production. Alors évidemment, il vaut mieux le faire en développement d'abord, mais ça c'est plus pour des choses, pour tester le volume, les comportements utilisateurs, ce genre de choses. Et du coup, je vais amener un nouveau terme, parce que c'est à la mode. L'observability driven development, c'est-à-dire penser l'observabilité dès le début du développement. Comme on le fait maintenant, c'est bien ancré pour la sécurité. On pense la sécurité dès le début de la conception d'une application, parce que c'est le faire après, ça a un énorme coût. Pour l'accessibilité aussi des sites web, on le fait aussi dès le début, parce que sinon après, ça a un coût énorme. L'observabilité, c'est un petit peu pareil. Après, c'est pas très grave si vous l'avez pas dès le début, ça peut se rajouter. Mais si vous pouvez, si vous montez un projet Greenfield, essayez de penser à l'observabilité dès le début. Alors du coup, instrumenter, c'est le fait justement de rajouter des informations dans le code qui permettront d'avoir plus de vision sur ce qui se passe en production. Donc c'est pour ça que je recommande de penser l'instrumentation comme un acte de craft, un peu comme dans le TDD, on mettrait des assertions. Là, justement, l'instrumentation que vous rajoutez avec l'observabilité, c'est un petit peu vos assertions. Vous allez voir en production exactement si ça se comporte comme vous y attendiez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette instrumentation, on va utiliser un vocabulaire. Et bien évidemment, c'est toujours mieux d'utiliser un vocabulaire métier. Donc c'est vrai que vous allez mettre des termes, comme dans le DDD, justement, on va essayer d'utiliser les mêmes termes pour tout le monde.
Ces termes-là doivent parler à vous, ils doivent parler au métier, ils doivent aussi parler aux gens qui ne connaissent pas votre application et qui doivent gérer peut-être une dizaine, voire une centaine d'applications, donc vos apps. Ils savent vaguement de quoi ça parle, mais c'est vrai que s'il y a des termes métiers qui leur parlent, ils vont se dire, ah oui, effectivement, ça fait telle chose, et du coup, ça a tel impact business, ils sauront mieux évaluer le niveau de sévérité d'un incident ou d'un problème. Par exemple, si vous voyez qu'il n'y a aucun paiement durant la dernière heure, ils vont tout de suite savoir que c'est un gros problème. Alors, du coup, ça nécessite un apprentissage continu. Enfin, ça amène un apprentissage continu parce que c'est plus juste je commit, je build, je déploie, et ensuite, c'est plus mon problème, c'est la production. Là, on a une visibilité post-déploiement. Oui, parce que les développeurs vont avoir accès à la production et à ce qui se passe directement en production pour savoir si tout se passe comme prévu, la mise en prod, et on va avoir comme ça une vérification continue. Donc, si jamais vous n'allez pas dans le bon sens, si une fonctionnalité n'est pas utilisée de la bonne manière, parce que vous voyez un parcours utilisateur qui est un peu bizarre, vous pouvez corriger le tir. Mais au moins, vous avez les données pour le faire. C'est d'ailleurs, voilà, on va se concentrer sur le comportement réel. Vous allez peut-être aussi des fois découvrir des patterns inattendus. C'est-à-dire que les utilisateurs utilisent votre application d'une manière... Voilà, vous vous dites, mais pourquoi ils font ça comme ça? Ça, vous pouvez le faire si vous avez l'utilisateur juste à côté de vous. C'est pas toujours facile d'avoir l'utilisateur en face de soi. Là, quelque part, vous avez accès à une visualisation sur tous vos utilisateurs. Vous pouvez même voir les utilisateurs qui sont à la marge. Vous pouvez voir les utilisateurs, le gros des utilisateurs, quel est leur parcours, qu'est-ce qu'ils font. Peut-être que justement, en tant que crafter, vous allez essayer d'optimiser ces parcours-là pour faire en sorte qu'ils soient plus performants, plus rapides, ou peut-être, je ne sais pas moi, extraire un microservice s'il faut, si vous voyez que là, il y a une grosse demande et que c'est un contexte un peu différent. Et toujours dans cette boucle de feedback, vous pouvez émettre une hypothèse, instrumenter, et ensuite valider comme ça en production. Donc ça évite de se poser des questions, de se dire, tiens, est-ce que les utilisateurs utilisent l'application de cette manière ou pas? Si vous ne savez pas, vous instrumentez, vous voyez tout de suite si votre hypothèse est confirmée ou pas. Sans forcément changer du code métier, mais juste au moins pour instrumenter et savoir. Si vous utilisez des feature flags ou du A/B testing, justement, vous aurez les métriques qui vous permettent de savoir comment ça se déroule dans tel ou tel cas. Alors que ce soit d'un point de vue métier ou d'un point de vue performance, efficacité, impact sur, je ne sais pas, la base de données, les serveurs, la scalabilité. Si vous avez du Kubernetes avec du autoscaling, vous pourrez voir que, tiens, j'active tel feature flag, tout de suite, ça va autoscaler à mort. Alors que si je le désactive, ça y va un petit peu plus mollo. Voilà, ça peut faire le grand écart de la technique vers le métier, en fait, l'observabilité. Alors, c'est parti pour l'implémentation technique. Alors, je vais vous montrer. Ah oui, non, d'abord, juste une petite slide d'abord. Ah oui, niveau implémentation technique, alors il y a deux manières de le faire. Il y a une manière automatique d'instrumenter et il y a une manière manuelle. Alors évidemment, la manière automatique est plutôt amenée par des vendeurs qui sont bien souvent en mode SaaS, qui vont installer des agents et qui vont récupérer tout ce qui tourne sur un serveur. Tout ce qui tourne, ça peut être l'OS, les disques, le réseau, les programmes, quel type de programme, si c'est du Java, du .NET, du Python, enfin toutes les sortes de technologies. Tout ça va être instrumenté de manière automatique. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi de manière manuelle en choisissant directement juste les métriques que vous voulez, pousser que celles-là. Alors ça, c'est plus de la manière un peu open source, comme utiliserait Prometheus ou OpenTelemetry pour ceux qui en ont déjà fait. Voilà, il y a des bénéfices et des inconvénients à chaque. Évidemment, le plus simple, c'est d'utiliser la manière automatique.
Mais par contre, c'est vrai que c'est un coût. Donc ça, il faut voir avec vos managers. Et voilà. Pour ce que ça va amener l'observabilité, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait au tout début dans les questions, on disait, voilà, j'ai des logs, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mes logs sont incomplets, il me manque des informations. Et bien là, justement, l'observabilité va essayer de récupérer le maximum d'informations. Dans un log, peut-être que vous n'auriez pas mis tout, parce que sinon, ça vous ferait une ligne de log trop longue. Peut-être à lire, ce serait un peu barbare. Là, au moins, ça va vous décortiquer toutes les informations. Comme par exemple, des choses comme la version d'un logiciel, un identifiant pour une requête, peut-être même des informations business, comme, je ne sais pas moi, un nom d'utilisateur, ou de quel pays il est exactement, quel service il a utilisé pour arriver là. Donc ça, c'est toutes sortes de métadonnées qu'on va avoir. Et c'est pour ça que je dis oui, effectivement, la mauvaise pratique, c'est d'utiliser du logging pour faire du tracing distribué. Déjà parce que c'est très très dur de savoir ce qui s'est passé, même en temps réel. Les timestamps des serveurs sont pas forcément toujours les mêmes. Et puis à lire, c'est juste imbitable. Donc si on veut justement trouver la cause racine d'un incident, juste avec du logging, c'est quand même très compliqué. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec toutes ces étiquettes, c'est qu'on va avoir plusieurs dimensions et beaucoup de cardinalité. C'est-à-dire que si jamais on a envie de filtrer sur un seul utilisateur pour savoir, lui, combien de fois il s'est connecté, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a engendré comme requête à une base de données, bah ça, c'est vrai c'est quelque chose qu'on peut faire. Si on a envie de grouper sur des utilisateurs peut-être d'une région ou des serveurs qui sont sur tel OS, par exemple, pour voir ce qui s'est passé, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Et on peut isoler ça d'autres OS pour voir s'il y a une différence, par exemple. Si, je sais pas, moi, l'instance cloud qu'on a utilisée change beaucoup, ou si elle est trop utilisée ou trop peu. C'est toutes ces choses qui sont souvent intéressantes à voir. Et quand il y a un problème, justement, ça peut avoir son impact, toutes ces métadonnées. Donc, ce que va détecter l'observabilité, c'est tout ce qui est orienté autour des technologies. Donc, ça peut être les bases de données, ça va les instrumenter. Toutes les technologies de messaging, quasiment, sont instrumentées aussi. Les programmes, donc je parlais de Java, .NET, Python, Node, enfin, toutes ces technologies ont leur instrumentation. Donc, si vous utilisez de l'observabilité de manière automatique avec un agent, ça va être récupéré automatiquement. Ça va s'afficher. On va collecter toutes ces données, les données étant données d'infrastructure, les métriques, les traces et les logs vont être récupérés. Donc évidemment, toutes les données de plateforme, tout ce qui est cluster, cloud, serverless, voilà, en fait, presque tout peut s'instrumenter. Du moment que ça peut ramener des informations sur quelque chose qui tourne, et que ça peut aussi peut-être ramener des traces, si jamais ça gère des transactions, ça va forcément générer des traces qui vont peut-être être appelées par un autre service qui lui aussi est surveillé. Donc tout ça va être connecté. Autant le côté trace, ça va être connecté dans le temps, que le côté ressources, donc ce qui tourne, ça va être connecté avec un graphe de dépendance. Par exemple, on sait que sur une zone cloud va tourner plusieurs instances de serveurs. Sur chaque serveur, on va avoir des process, les process étant eux-mêmes potentiellement des programmes. Sur ces programmes, peut-être qu'il va y avoir encore d'autres choses d'exposées. Donc tout est imbriqué. Mais ça, je vais le montrer, ça va être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus graphique. Donc ça, c'est l'interface d'Instana. Donc j'avais pris des captures d'écran pour éviter l'effet démo, mais je vais vous montrer en direct. Donc là, par exemple, je suis connecté sur le serveur de démo. Est-ce qu'il y a l'effet démo? Ah, voilà. Bon, j'aurais pas dû rafraîchir. Ça apparaît. Donc là, justement, on voit plusieurs zones qui sont définies. On peut définir les zones comme on veut. C'est-à-dire ça permet de grouper des serveurs dedans. Moi, j'en ai fait une pour mon Mac là, qui tourne.
Bon, je l'ai appelé Guadeloupe. Et on voit qu'il y a un serveur dedans qui tourne, c'est mon Mac. On peut récupérer toutes les informations sur l'OS, le CPU, la mémoire, voilà, la machine, les interfaces. Je peux ouvrir le dashboard de mon host. On voit la charge CPU, voilà, la mémoire, les fichiers ouverts, le réseau et aussi ce qui tourne dessus. Donc là, par exemple, j'ai une JVM. Et sur ma JVM, j'ai des threads qui tournent, un heap. Voilà, donc ça c'est des métriques. Et chaque page représente une ressource. Donc si je reviens à mon Mac. Voilà. Et ça, c'est instrumenté par un agent. Donc moi, j'utilise Instana, qui est une solution d'IBM, c'est ma boîte. Et un agent va être en charge de récupérer toutes ces informations. Donc j'ai des senseurs qui tournent, qui peuvent instrumenter n'importe quelle technologie. Donc il y a 221 technologies là qui sont, enfin même pas 221, mais une centaine là qui sont actives sur mon Mac. Je les utilise pas toutes évidemment, mais voilà, ça repère toutes les technologies auxquelles on pourrait s'attendre, y compris tout ce qui est container, Kubernetes, cloud et bien d'autres. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est regarder le côté trace. Alors, on a une application qui s'appelle RobotShop, qui est en gros un magasin où on peut acheter des robots. Ça ressemble un peu à Spring Pet Clinic. Enfin, c'est une application de démo justement d'un site e-commerce. Et voilà, en temps réel, justement, on a des bots qui viennent se connecter et qui font des appels. Donc, si on a une application qui tourne, qui est exposée sur le web, on peut avoir justement plein d'appels HTTP. Donc là, il y en a plein qui sont faits. On peut les voir en temps réel et on peut voir aussi les appels qui sont en erreur. En général, c'est plutôt sur ceux-là qu'on a envie de regarder parce que c'est les plus intéressants, c'est ceux qu'on a envie de résoudre. Et on va aussi se concentrer sur la latence. Hop, il y a eu un petit glitch. Voilà. La latence des appels. Et voilà. Alors, comme j'ai dit, justement, on a une cardinalité sur tous ces appels, c'est-à-dire qu'on a plein de métadonnées sur lesquelles on peut filtrer. Par exemple, si je regarde des appels de mon service de paiement en erreur, je peux avoir une pile d'appels, justement, mais d'appels réseau cette fois-ci. C'est un peu comme un profiler, mais pour le réseau. Ah, merci. Donc là, on voit par exemple que c'est l'API de paiement sur le partner 57 qui a été appelé. Alors, mon premier, c'est un Nginx, qui a ensuite derrière appelé la même API sur le service de paiement, qui derrière a essayé de faire un check sur un certain user. Et on voit qu'il y a eu une erreur ici, qui est non-type object is not iterable. Bon, moi, je fais pas de Python, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire, et je gère pas ce service non plus. Mais si je suis développeur pour ce service, au moins je sais exactement ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et à quel moment aussi. Ça peut être intéressant de savoir à quel moment, si jamais on a un pic de charge, que je sais pas, par exemple, il y a un serveur qui a plus de mémoire à cause de ce pic de charge, ben, on peut l'isoler dans le temps. Peut-être que ce ne sera pas reproductible un dimanche matin, ce qui le serait peut-être un mercredi. Donc voilà, ça c'est la pile d'appel. Alors, je regarde un petit peu mes notes pour voir si j'ai oublié des choses. Non, service et traces. Ah oui, je vais peut-être passer au côté infrastructure. Je regarde juste le temps qui me reste. Alors, on a aussi le côté infrastructure pour justement lister tout ce qui tourne sur notre SI par technologie. Donc, on peut savoir, par exemple, que là, j'ai des pods qui tournent. Je peux lister toutes ces pods. Et si je veux, je peux les grouper par exemple, par zone. Je peux les grouper aussi par compte de CPU, pourquoi pas.
Et puis, je peux avoir des métriques sur ces pods. Donc, si jamais je dois faire d'investigation d'incidents et que je sais que voilà, il y a un incident sur tel service, je peux potentiellement essayer de justement filtrer, grouper par certaines caractéristiques pour voir si justement j'ai des erreurs que sur, par exemple, telle instance AWS ou si c'est généralisé. Ou peut-être que c'est quelque chose qui est spécifique à une architecture système, ou alors que c'est juste complètement métier, que c'est groupé sur les utilisateurs d'Allemagne, admettons, quelque chose que je n'aurais pas du tout anticipé. Et c'est ça la différence justement avec la surveillance, c'est que la surveillance, c'est des choses qu'on anticipe qui vont arriver, alors que l'observabilité, on ne sait pas, et a posteriori, on va faire l'analyse. Donc pour tout ce qui est root cause analysis, c'est vraiment une mine d'or. Est-ce que voilà. Et donc ça, c'est... ah oui, tiens, c'est vrai. Je vais montrer aussi le côté business. C'est-à-dire qu'on peut se faire ses propres dashboards, si vous voulez bien charger. Alors là, par exemple, j'ai un dashboard plus orienté business, avec le nombre d'achats qui sont faits en temps réel, les interactions web, mobile, et alors, ça ne charge pas, mais il y a le nombre de paiements. Je vais passer là-dessus tant qu'à faire. Et par exemple, le nombre de paiements complétés, là, c'est sur 24 heures. Donc c'est vrai que quelqu'un de business, même un CEO, pourrait être clairement intéressé par ce genre de choses. Donc l'observabilité parle aussi au management, au CEO. Donc c'est aussi pour ça que c'est important. Donc en tant que crafter, on peut dire, voilà, c'est important d'amener de l'observabilité parce que moi, ça va me permettre de résoudre des incidents. Toi, dans le management, ça peut aussi te permettre d'avoir plus de vision en temps réel sur ce qui se passe dans le système et de voir que si jamais il y a un incident sur tel service, bah, derrière, côté business, ça va avoir tel incident. Parce que justement, on a un dashboard pour le prouver. Donc ça, c'est pour l'instrumentation de manière automatique et avec un SaaS qui nous fait une jolie interface. Maintenant, il y a aussi des standards qui commencent à émerger. Donc, il y a le standard d'OpenTelemetry qui est né de OpenCensus et de OpenTracing. OpenCensus qui était plutôt centré sur les ressources et les métriques, et OpenTracing justement sur le tracing distribué. Et c'était juste naturel qui fusionne derrière un seul standard pour toutes ces choses-là. Et c'est un standard qui commence à être de plus en plus supporté. Il y a de plus en plus de vendeurs qui, de gré ou de force, ils sont obligés de le supporter. Et alors, ça, c'est l'architecture, grosso modo, d'OpenTelemetry. C'est-à-dire que ça se compose en pipeline. Alors, à gauche, dans cette partie-là, vous avez tout ce qui est receiver. Donc, c'est des choses qui vont justement scruter ce qui se passe sur vos serveurs. Alors, il y a des receivers pareil pour toutes les technologies. C'est un petit peu le pendant des senseurs côté Instana. Et de l'autre côté, on a les exporteurs. Donc ça, c'est pour dire où vont aller mes données. Alors, le où vont aller mes données, ça peut être soit directement en debug, donc c'est en ligne de commande, on voit les données directement, mais on peut aussi exporter avec le protocole qui s'appelle OTLP, c'est le Open Telemetry Protocol, qui permet d'exporter de manière standard et normalement vers n'importe quel back-end. Back-end, ça peut être Grafana, Instana, Datadog, n'importe, New Relic, Dynatrace. Là, j'essaye de tous les citer. Il y en a encore plein d'autres. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que de manière standardisée, on a des choses qui vont surveiller d'un côté et de l'autre, on va pouvoir exporter vers n'importe quel back-end. Ce qui peut même être un back-end en local, pourquoi pas, c'est absolument pas interdit. Et au milieu, on a aussi des processeurs qui permettent justement de changer, enfin, d'appliquer des transformations sur ce qui a été collecté par les receivers. Donc là, par exemple, on peut batcher, c'est-à-dire qu'on peut dire, allez, je récupère tout ce qui s'est passé sur 30 secondes et ensuite j'envoie en un lot, plutôt que d'envoyer au fil de l'eau.
On peut faire des transformations, on peut rajouter des headers, voilà, il y a énormément de processeurs qui existent. Mais ça, ouais, voilà, c'est plus des détails d'implémentation d'OpenTelemetry. Là, par exemple, j'ai défini, alors ça se définit en YAML, hein, une configuration OpenTelemetry. Et là, j'ai utilisé un receiver qui s'appelle le Hostmetrics et qui va vérifier toutes ces choses sur un serveur. Donc, le CPU, donc c'est les métriques concernant le CPU, le disque, le file system, la mémoire, etc. Et là, par exemple, en exporteur, j'ai mis debug. C'est-à-dire qu'en ligne de enfin, directement sur la sortie standard, je vais avoir tout ce qui est collecté. Donc c'est bien parce que ça me permet de voir tout ce qui est collecté, le mettre sur la sortie standard, voir si ça correspond, avant peut-être de l'envoyer à un backend. Et je crois, je vais aussi vous montrer la démo. Je regarde si j'ai un petit peu de temps. C'est plutôt là-dessus. Alors, je vais arrêter celui-là. Ça, c'était un collecteur qui allait vers Instana. Ah, il met du temps à se skiller. Bon, c'est pas grave. Je vais lancer dans un nouveau shell, celui-là. Ah oui, du coup, il est déjà utilisé. Je crois que c'est bon. Ça y est. Là, c'est le temps qui commence à charger et récupérer toutes les informations. Et normalement, ensuite, voilà, les données commencent à affluer. Bon, je vais juste m'arrêter pour vous montrer. Par exemple, là, il a récupéré un data point pour donc free, ça doit sûrement être la mémoire. Il y a la mémoire en cache et il donne à chaque fois les valeurs. Bon, là, c'est 0, c'est pas forcément super intéressant. Là, j'ai un point plus intéressant sur l'utilisation idle du CPU 15 qui est à cette valeur. Donc après, c'est forcément à interpréter. À chaque fois, les données, il y a un timestamp, il y a voilà, plusieurs labels qui sont appliqués dessus, qui permettent justement, là, si j'ai plusieurs CPU, je peux agréger sur tous mes CPU, ou je peux avoir justement les outliers sur un CPU, les pourcentiles, ce genre de choses. Enfin, toutes les agrégations auxquelles on pourrait passer, le min, le max, qui pourraient s'afficher. Et tourner la présentation. Voilà. Enfin, je vais peut-être sauter la démo hôtel, parce que j'aurai pas le temps. Je vais parler de culture et organisation. Alors, donc là, ce qui est bien avec l'observabilité, c'est que ça permet justement de briser ces silos entre DevOps. Moi, pendant très longtemps, j'ai connu des ops qui étaient à un étage différent et il fallait un badge spécial pour aller les voir. Donc, il y avait vraiment une frontière physique entre les devs et les ops. Et ça, justement, ça permet de se connecter à la prod. C'est bien parce que c'est de la lecture seule. Pour l'instant, en tout cas, il y a pas moyen de faire beaucoup d'actions, à part de la consultation. Mais c'est déjà un grand pas en avant. Derrière, ça permet de créer un langage commun avec le métier, les ops, bref, tous ceux qui bossent sur le produit, parce qu'on est obligé de nommer les choses correctement. Et je vais montrer aussi, on peut avoir des dashboards partagés et avoir aussi des alertes significatives. Donc, qui dit dashboard dit qu'à chaque fois qu'on franchit un seuil, par exemple, si on a 0 paiement, évidemment, on veut une alerte là-dessus. On veut que le DG soit prévenu directement, par exemple. Ça favorise aussi l'apprentissage continu. Alors, par exemple, si on doit faire un post-mortem sur un incident, ce qui est bien, c'est qu'on a toute l'historique de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on sait combien, quand, comment, qui exactement ça a concerné, parce qu'on a toutes les données pour le faire. Avec des logs, des fois, c'est un peu compliqué. Si on doit parser plein de logs pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quand et comment, on peut le faire, mais c'est juste que c'est beaucoup plus compliqué. On a notre boucle d'amélioration, parce qu'on peut observer, apprendre et encore améliorer. Donc l'amélioration, ça se porte vraiment à tous les niveaux, hein, au niveau métier, niveau technique.
On peut même décider de... Oui, par exemple, si on veut changer d'instance parce qu'elle coûte trop cher, on va mettre une instance plus petite, on va voir que on va gagner des sous, mais par contre, on va voir que peut-être que notre latence va augmenter. Donc après, voilà, est-ce que c'est des concessions qu'on est prêt à faire? Mais ça pareil, c'est aussi des considérations business. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toutes ces données. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous avez commencé à implémenter de l'observabilité, parler avec d'autres équipes qui ont fait de l'observabilité pour essayer d'apprendre d'eux et commencer à construire une culture de l'observabilité comme on l'a aussi pour le craft. C'est-à-dire que la craft est beaucoup dans le partage de connaissances. Là, de la même manière, c'est vrai que si on peut dire, bah voilà, moi j'ai mis en place telle métrique de telle manière et ça m'a permis d'arriver à tel but, ou de, je sais pas, pourquoi pas, contribuer à l'open source, implémenter un receiver qui serait peut-être spécifique à votre produit, à votre entreprise, ou qui serait sur une stack commune de votre entreprise pour justement augmenter toutes ces métriques. L'observabilité, ça amène de la responsabilisation avec, là pour le coup, un vrai chifflet, que les développeurs se sentent responsables aussi de ce qui se passe en production et pas genre je pousse mon code par-dessus le mur et advienne que pourra. Non, là, on voit clairement ce qui se passe en production, donc on peut pas le nier. S'il y a quelque chose qui va pas, qu'on a une latence qui est catastrophique, qu'on met, je sais pas, 10 secondes à charger la page principale, là, on le voit. Et toutes les améliorations qu'on pourra faire, qui iront dans le bon sens, on verra que notre temps de latence il diminue progressivement et on arrive à un état satisfaisant. Ça donne aussi de la confiance pour innover, tout simplement parce que si on veut faire une amélioration, on a justement les métriques pour savoir qu'on va dans le bon sens. Et je ne sais pas pour vous, mais souvent, on a des impressions dans une équipe en disant « Ah tiens, si on faisait ça, je suis sûr que ça irait mieux ». Et c'est jamais tangible, il n'y a jamais de vrais chiffres derrière. On ne sait pas, on sait même pas si ça a marché en vrai. On a implémenté quelque chose, une amélioration, peut-être un nouveau parcours client, et on n'a pas du tout de données pour savoir si, par exemple, est-ce que ça a généré plus de paiements? Est-ce que ça a diminué le temps du tunnel de commande? Pour prendre un exemple e-shop, ça, c'est des choses qu'on pourrait avoir avec l'observabilité. Et donc, pour les cas d'usage, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais la gestion d'incidents, donc le mean time to repair, ça c'est super important. Quand on a un incident, on arrive à savoir précisément d'où ça vient, on peut l'isoler, on peut peut-être déjà trouver un palliatif, donc une première solution un peu temporaire, et aussi on a toute l'historique pour débugger, reproduire chez soi aussi, parce que on peut reproduire avec les mêmes données, la même charge, pourquoi pas. Voilà, ça, je dirais pas que ça élimine, mais ça réduit beaucoup les war rooms où voilà, tout le monde va crier très très fort parce qu'il y a beaucoup d'impact utilisateur, mais qu'en vrai, on ne sait pas du tout par quel bout tenir le problème. On ne sait pas d'où ça vient, on n'arrive pas à reproduire, on est comme une poule devant un couteau. Là, oui, on a les outils. Pour le débogage, c'est vrai que voilà, on a une approche beaucoup plus méthodique parce qu'on peut partir du problème, où est-ce qu'il est intervenu, et aller jusqu'à la cause racine. Des fois, la cause racine, c'est juste une requête en base de données qui était mal faite. Là, ça se voit que, comme le nœud au milieu de la figure, c'est rouge jusqu'à la requête en base de données. Et on voit que la requête est pas bonne du tout. On peut la corriger, et ça aide aussi le MTTR, évidemment. Et par exemple, si on a des incidents qui arrivent en production, on peut derrière créer des alertes pour justement plus que ça se reproduise. Des alertes basées sur ces métriques qu'on ne connaissait pas avant, mais que du coup, on a repéré une métrique qui était liée à tel incident. Là, on crée une alerte. Si on dépasse un certain seuil, ça veut dire que ça s'est reproduit malgré tous nos correctifs. C'est pas grave, mais au moins, on est informé dès que ça arrive.
Du coup, pour résumer, on a une amélioration continue des performances parce qu'on arrive à même détecter des problèmes avant que les utilisateurs ne s'en rendent compte. Si par exemple c'est des problèmes de lenteur, on peut faire des analyses par agrégation, donc par pourcentile plutôt que par moyenne. C'est vrai que dans certains outils, on va plutôt se concentrer sur la moyenne. Là, avec les données qu'on a, on peut les couper dans tous les sens, moyenne, min, max, pourcentile. Ah oui, on peut se focaliser, par exemple, si on pense au coût, on peut regarder quelles sont les requêtes les plus coûteuses. Si on fait du serverless, plus une requête dure longtemps, plus elle va coûter, parce que c'est le principe du pricing du serverless. On peut voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans tel cas, avec tel paramètre. La requête, elle met du temps, on ne sait pas pourquoi, mais au moins on sait qu'elle met du temps à cause de ces paramètres-là. On va aussi pouvoir redimensionner un petit peu notre infra, parce que on a tous connu les infras complètement surdimensionnés, où on a des serveurs qui sont gros, mais comme ça, au moins, on est sûr qu'ils vont tenir la charge. Normalement, on en est revenu. Maintenant, on est plus sur des infrastructures plutôt cloud, où c'est mutualisé. On a plein de services qui tournent sur les mêmes infrastructures. Et justement, c'est peut-être le problème inverse. On a trop de choses qui tournent sur le même serveur. Donc là, si on a les données pour montrer que, à force de tout mettre au même endroit, ça va nous détruire nos indicateurs. Et justement, parlant d'indicateurs, on peut avoir des SLI grâce à ces métriques, donc des Service Level Indicators, et derrière définir des SLO pour dire, voilà, il faut que la plupart du temps, on soit en dessus ou en dessous de tel niveau. Si on le dépasse peut-être pendant 10 minutes, tout de suite, c'est un problème. Et il faut alerter nos équipes d'Ops, et idéalement, ils vont avoir comment dire, une checklist justement pour pallier à ça. Et on va construire aussi une culture de la fiabilité, parce qu'à force de justement résoudre les incidents rapidement, dans le meilleur des cas, justement, on va en voir l'intérêt. Ça va aussi nous permettre de justement essayer plus de choses, parce qu'on sait que voilà, on peut itérer doucement, progressivement, suivre ces indicateurs et justement se permettre peut-être d'échouer parce qu'on sait le résoudre derrière, plutôt que d'avoir des mises en production Big Bang et peut-être un éventuel gros rollback. Alors, pour les prochaines étapes, bon, j'ai mis quelques livres ici qui sont parmi des pionniers de l'observabilité, comme Charity Majors. Il y a Ted Young aussi. Voilà, tous ces livres sont bien. Bon, ils sont tous chez O'Reilly, je suis désolé, mais je lis beaucoup d'O'Reilly. Et alors, pour commencer, si vous devez le faire demain chez vous, qu'est-ce que vous ferez? Bon, évidemment, moi, je vous conseille d'utiliser une instrumentation automatique. Bon, c'est déjà parce que c'est mon boulot, mais aussi parce que pour avoir utilisé les deux, c'est quand même largement plus simple. Ou ça, faut l'installer partout, parce que si vous voulez avoir une observabilité continue, par exemple du tracing, si vous n'avez pas du tracing sur tous vos services qui sont appelés les uns à la suite des autres en chaîne, vous aurez qu'une observabilité partielle. Comment? Alors, une fois que vous avez fait ça, je vous recommande de commencer petit dans vos applications et d'instrumenter une fonctionnalité critique. C'est la plus importante, et justement mesurer ensuite avec ça le mean time to repair pour savoir si, quand il y a un problème sur cette fonctionnalité, est-ce que justement vous arrivez à la résoudre rapidement. Puis bien sûr, créer une communauté si vous pouvez au sein de votre entreprise, itérer, essayer des choses, parce que justement, maintenant vous avez les outils pour le faire. Un peu comme avec des tests, vous pouvez essayer de refactorer, faire quelque chose ou casser dans un sens, ou essayer complètement une autre approche, une autre méthode. Si derrière vous avez des tests, vous êtes un petit peu plus couvert. Là, c'est un petit peu le cas, vous êtes un peu couvert. Alors, je vais faire rapidement. Donc SaaS ou self-hosted, donc il y a des avantages et inconvénients. Donc le SaaS, il faut faire attention au pricing. Tous les vendeurs ne sont pas égaux. Il y a des modèles qui sont simples, d'autres qui sont très compliqués. Instana, par exemple, le pricing est au host. Chez Datadog, c'est au host, mais aussi en fonction de plein de produits, plein d'options qu'on peut rajouter. Chez Dash Zero, le pricing est à la quantité de données qu'on envoie. Sachant que c'est avec OpenTelemetry, donc on peut aussi utiliser un processeur pour dire, voilà,
je fais du sampling pour n'envoyer qu'un dixième de mes données ou 1%. Donc ça aussi, c'est un truc dont on a la maîtrise. Et si on est en self-hosted, faites vraiment gaffe au coût d'installation, de maintenance et de run. Ça demande énormément de stockage, ce genre de choses. Si vous voulez vous aventurer dans la maintenance d'une plateforme Big Data, allez-y. Mais bon, c'est quand même super casse-gueule. Voilà. Et je suis bon. Donc je vais vous dire merci et